Donc je vous remercie de m'avoir invité. Je voulais vous transporter dans un monde un petit peu différent. On va parler poisson. Mais voilà, on va aussi parler poisson zèbre, qui est un très bon modèle en santé humaine. Donc il y a quand même des liens à voir. Donc le travail que je vais vous présenter était inclus dans l'ANR Fish and Pops, qui donc s'intéressait au devenir et aux effets de composés donc anciens pour les PCB, plutôt émergents pour les PBDE. Et en particulier, on a étudié la reproduction, le développement, la survie et les effets sur la descendance. Et ça va être mon focus évidemment aujourd'hui. Et on a utilisé dans l'ensemble de ce projet deux modèles qui étaient la sole, une espèce marine longévive, et le poisson zèbre, pour pouvoir notamment travailler sur la descendance. Et aujourd'hui, je vais me focaliser sur le poisson zèbre. Donc, comment est-ce que nous avons travaillé? Nous sommes partis sur un mélange. Tout à l'heure, il a été souligné l'importance de travailler sur des mélanges et sur des doses environnementales. Donc, c'est ce que nous avons fait en faisant une sélection de 22 congénères de PCB et de 7 congénères de PBDE. Dont en fait le mélange a été créé pour être représentatif de situations environnementales certes polluées telles que l'estuaire de Seine. Donc les concentrations et les congénères ont été choisis pour ça. Et en fait, on a exposé des animaux, donc des parents qu'on va appeler des F0 dans la suite, de manière chronique via la nourriture, puisqu'il est connu que dans l'environnement, c'est la première source d'exposition pour les animaux. Et on a commencé dès la première alimentation chez le poisson zèbre, donc dès 5 jours post-fécondation. On est allé jusqu'à la reproduction et bien au-delà. Et donc en fait, ça a été donc une exposition qui a été chronique. Le traitement mixte donc sera représenté par la suite avec ce figuré-là. Donc là, l'aliment était enrobé avec ce cocktail donc de PCB et de PBDE et un solvant, puisque ce sont des molécules très hydrophobes. Et le traitement contrôle, lui, c'était de l'aliment nature, évidemment, avec par contre l'adjonction du solvant. Et je précise tout de suite que en fait, les dosages chimiques qui ont été faits ultérieurement n'ont jamais détecté la présence du solvant parce qu'il était évaporé en fait. Donc nous avons tout d'abord regardé ce qui se passait sur notre première génération, donc sur la génération des parents F0. Donc sur une population, nous avons fait plusieurs séries de l'ordre de 5 à 6 séries et plus de 3000 animaux, et nous avons pu développer une approche de modélisation qui nous a montré en fait qu'il y avait une augmentation de la taille asymptotique. Donc en rouge, ce sont les poissons exposés. Donc les animaux grandissaient plus rapidement. En même temps, ils avaient en fait une probabilité de ponte qui était inférieure et qui était surtout reportée dans le temps. Donc en fait un retard à la première reproduction chez les animaux exposés. Et enfin, ils avaient également une fécondité qui était plus faible, parce que nous avons étudié la reproduction aussi bien en couple qu'en groupe de poissons, et nous avons vu une production d'œufs, vous voyez, bien inférieure. Et également, je ne sais pas représenté ici, mais nous avions également une mortalité larvaire accrue chez les descendants issus des parents contaminés, en particulier les premières pontes. Donc avec l'ensemble de ces données, nous avons pu développer une approche modélisatrice pour essayer d'appréhender de manière un peu plus simple les modes d'action de notre mélange de PCB et de PBDE. Et en fait, nous avons choisi le modèle DEB, qui est en fait un des modèles de partitionnement de l'énergie. On a aussi parlé un petit peu tout à l'heure de métabolisme et d'interaction sur le métabolisme. Donc pour faire très simple, ce modèle DEB, il considère que la source d'énergie, c'est l'alimentation. Ensuite, elle va converger vers un compartiment de réserve, et ce compartiment de réserve va alimenter soit la croissance du soma, donc le corps de l'animal, sa croissance et sa maintenance évidemment. Alors les poissons, c'est un peu particulier, ils ont une croissance continue, mais il faut aussi une maintenance continue. Et de notre côté, on a évidemment la maintenance pour la maturité et les coûts de reproduction. Et ce qui est très important, c'est que dans ce modèle-là, le partitionnement ici, il se fait selon une règle qu'on appelle la règle du kappa, c'est-à-dire que ce qui ne va pas à la reproduction va au corps et vice-versa. Donc c'est quelque chose qui est complètement fixé, et en théorie, pour de très nombreux modèles animaux, on a montré que ce kappa ne changeait pas, il était complètement fixé pour l'animal. Donc qu'est-ce que ça donne avec notre mélange? Eh bien en fait, c'est une des premières fois que l'on a pu montrer que cette fraction kappa était modifiée par l'exposition chronique qui a été réalisée avec ce mélange de contaminants.
Et également, ce que l'on a vu, c'est que le coût de reproduction était augmenté, donc le coût unitaire pour produire un œuf était bien plus élevé. Et donc, ça veut dire qu'il y avait une répartition énergétique qui s'est faite, au détriment de la reproduction dans le cas présent. Donc, on a voulu essayer de comprendre davantage et regarder s'il y avait une perturbation endocrinienne que l'on pouvait rattacher à la fois sur les défauts de reproduction et les défauts de croissance. Donc, on a regardé des stéroïdes sexuels. Donc, on a regardé ici l'œstradiol et la testostérone. Et en fait, ce que l'on a observé, c'est une perturbation endocrinienne relativement précoce. Vous voyez que dès 60 jours post-fécondation, les animaux présentent des patrons hormonaux altérés. Et puis, cela se maintient tout au long de la vie de l'animal et y compris au moment clé de la maturation gonadique et du début de la reproduction. Donc, une perturbation endocrinienne chez les parents. Donc maintenant, on s'est demandé ce qui se passait pour les générations suivantes. Donc là, je vais gagner du temps puisque vous avez déjà expliqué bien tout cela. Donc, on sait, parce que cela a pu être dosé dans les œufs, qu'il y a un transfert, un fractionnement de l'ordre de 1/20 entre les parents et la génération fille, la première génération fille. Ensuite, il y a les cellules germinales qui vont être impactées, ce qui veut dire que c'est seulement à partir de la génération F3 que l'on pourra considérer que les animaux sont non exposés. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a étudié ces quatre générations filles. On a étudié à la fois leur comportement, donc tout ce qui est capacité cognitive quand ils étaient adultes, quand c'était également des larves de 5 jours. Et puis, on a regardé également un certain nombre de facteurs de transcription des DNMT qui donc vous ont été présentés tout à l'heure et qui sont impliqués dans la méthylation de l'ADN. On a également regardé un autre facteur qui est CFOS, qui est lui en fait un facteur de transcription qui est aussi très lié à l'activation neuronale et donc à la formation d'un système nerveux central fonctionnel. Donc pour ce qui est des tests comportementaux, on a regardé chez les adultes en fait un test. On a utilisé un test qui est le test du nouvel environnement. On place un animal dans un nouvel environnement et lorsqu'il est anxieux ou stressé, il va rester dans le fond de cet environnement, dans le fond de ce bac. Et donc, on va pouvoir ainsi avoir une sorte de proxy pour une altération comportementale. On a donc regardé les DNA méthyltransférases. Alors, il y en a une très grande multiplicité. Et on a regardé, nous en particulier, les DNMT1 qui sont liés à la maintenance des méthylations existantes, donc à la maintenance en fait du système dans une certaine homéostasie, on va dire. 3AA qui est aussi associé au développement des organes reproducteurs, et enfin 2 DNMT qui sont liés à la neurogénèse. Concernant le comportement des larves, en fait, on a étudié ce que l'on appelle la réponse photomotrice, c'est-à-dire qu'on challenge les animaux par des passages de la lumière à l'obscurité. Et ça nous donne un proxy pour évaluer, entre autres, la neurotoxicité, mais aussi les performances cognitives en général, la perception des signaux environnementaux. Donc, qu'est-ce que l'on a eu comme résultat? Donc, d'abord, le comportement des adultes F0. Là, on n'a pas vu de modification de réponse dans le test du nouvel environnement chez nos parents. Donc, chez les descendants, par contre, donc ça, c'est la réponse photomotrice des larves. Ce que l'on a observé, c'est en fait une altération dès la génération F1 avec une hyperactivité des animaux issus de parents contaminés. Et par la suite, dans les 3 générations suivantes, on voit en fait une réduction de la réponse photomotrice des larves. Donc, ces résultats soulignent un effet transgénérationnel de l'exposition. On a également vu qu'il y avait une augmentation de l'anxiété chez les adultes en génération F1 et F2, pas en génération F3, qui souligne un effet multigénérationnel cette fois-ci. On a également vu des altérations donc des DNMT dont je vous parlais tout à l'heure, notamment les DNMT 3BA qui sont perturbés dans les 4 générations, avec à nouveau du transgénérationnel qui pourrait être une explication. Et puis pour ces fausses, on a eu des altérations uniquement dans les générations F1 et F2. Donc en conclusion, ce que l'on a pu montrer dans ce travail-là, c'est qu'il y avait alors pas d'effet visible sur le comportement des parents, mais
une grosse altération de la croissance et de la reproduction, donc des effets populationnels possiblement forts, puisque à cet étage-là, il y a déjà réduction du nombre d'animaux qui vont être produits. Et puis après, des effets multigénérationnels, des effets transgénérationnels, alors qui sont variables, que l'on ne sait pas expliquer complètement, évidemment, mais par contre, l'intégration, enfin l'imbrication de tous ces mécanismes tente à nous fait penser qu'il y a nécessairement des modifications des traits de vie, à la fois des individus, mais aussi à terme des populations, puisque évidemment, dans notre expérience, les générations filles n'étaient pas du tout exposées, ce qui ne serait pas le cas en milieu naturel, puisque notre environnement étant tel qu'il est, on peut raisonnablement penser que les générations filles seraient également exposées. Voilà, je vous remercie de votre attention. Oui, merci beaucoup pour ces résultats très intéressants. Alors, PCB, PBDE sont connus pour être des perturbateurs thyroïdiens. Est-ce que vous avez regardé en fait ce système hormonal justement en relation avec la reproduction, la croissance? Deuxième question en fait très rapide, j'étais intéressée par ce modèle en fait avec ce facteur kappa qui tient compte de ce que l'on sait déjà, savoir la reproduction, ça demande un énorme coût énergétique et en cas de perturbation dans l'organisme, l'organisme va privilégier les autres fonctions par rapport à la reproduction. Est-ce que vous avez regardé des facteurs tels que l'IGF ou l'hormone de croissance qui sont connus pour justement réguler en fait la reproduction sur le plan métabolique? Oui, alors c'est vrai que je ne pouvais pas tout présenter, mais effectivement, en particulier, nos collègues de Banyuls ont regardé un certain nombre de facteurs GH, IGF, et donc il y a eu effectivement, et il y a des altérations dès 30 jours également et 60 jours chez les animaux, chez les descendants, chez les F1. Donc effectivement, ça va tout à fait dans ce sens-là d'une modification de la balance énergétique. Après, pour les hormones thyroïdiennes, on ne les a pas finalement regardées chez le poisson zèbre, mais par contre sur notre autre modèle qui était la sole, comme c'était des beaucoup plus gros animaux, on a pu faire des dosages sanguins tout au long du cycle de vie pendant 2 années, et on a fait simultanément les dosages de PBDE dans le sang et des hormones thyroïdiennes. Malheureusement, on voit des fluctuations, mais c'est extrêmement complexe parce qu'il y a par-dessus, il y a le patron évidemment saisonnier puisque c'est une reproduction unique dans l'année. Donc on a des patrons qui sont extrêmement complexes. Il semblerait qu'il y ait des perturbations, mais pour l'instant, on n'a pas de message clair par rapport à ça. Non. Une petite question. Avez-vous identifié la cause de la mort fétale? Ah, la mort fétale, pardon. Oui. Alors, la manière dont on l'a fait était un petit peu particulière parce que ce qu'on a choisi de faire, c'était de conserver des lots d'œufs et puis de les amener jusqu'à l'éclosion, de ne pas nourrir les larves. Parce qu'en fait, quand on nourrit les larves, elles survivent toutes. Donc, on les a fait sous conditions de jeûne. Et donc, ce qu'on a vu, effectivement, c'est que les larves issues des premières pontes mouraient plus vite, en moyenne 1 jour avant. Donc, comme il n'y avait pas d'alimentation, on suspecte que c'était un problème de réserve métabolique des larves. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pu faire de dosage parce que les quantités de matériel sont vraiment très, très petites. Donc, mais on a pensé effectivement faire soit des profils lipidiques, soit éventuellement de la bombe calorimétrique, mais on n'a pas vraiment réussi à trouver des outils pour le faire. Mais c'est vrai que ça serait à faire. Par contre, on n'avait pas beaucoup de malformations et de choses comme ça dans le cas présent. On n'avait pas de tératogénicité. C'est très joli et intéressant, les effets transgénérationnels observés. On est quand même sur des substances persistantes. On est sûr que il y a rien qui reste, qui serait dans l'ovocyte, enfin qu'il n'y a vraiment pas d'exposition de la F1 possible. La F1, si. La F1 est exposée puisqu'il y a... Ou alors de la F2 du coup. Alors, on a fait des dosages évidemment chez des œufs, chez des larves de 5 jours et chez des poissons autour de 100 jours chez les F1. Donc, chez les œufs, on a à peu près un 20e de la dose maternelle. Donc, la dose maternelle étant à 2000 nanogrammes grammes poids humide. On a à peu près 100 nanogrammes dans les œufs. Et après, par contre, quand on regarde à 112 jours, on retombe à 20 nanogrammes qui est en fait même inférieur autour de 10, qui est en fait le seuil, le niveau de base qu'on avait chez nos contrôles. Donc on est sûr qu'à 112 jours, il n'y a plus de présence de contaminants dans le corps des poissons. Voilà. Oui, on a vérifié. Et on a vérifié aussi chez les générations d'après.
Oui, Jacques Vernin, Facophar Santé. Les PCB sont connus pour générer des malformations. Est-ce que vous avez observé ce genre de choses? En fait, dans le cas présent, non. On n'a pas vraiment vu de malformation. On a vu plutôt des effets donc d'accélération de la croissance, puisque nos animaux grandissaient plus rapidement. On a fait des études histologiques également sur des animaux entiers et en particulier avec un focus sur la gonade et les testicules. La seule chose on n'a rien vu chez les femelles. Chez les mâles, par contre, on a noté des espaces je sais pas comment ça s'appelle exactement, entre les spermatogonies. Les espaces interstitiels étaient plus grands chez les animaux qui avaient été exposés par rapport aux autres. Mais c'est le seul défaut histologique que j'ai en tête sur les parents. Et dans les descendants, on n'a trouvé aucun défaut histologique. Claude Aymon, Université de Montréal. J'aimerais savoir, dans vos 22 PCB, vous aviez sûrement ce qu'on appelle des dioxines-like. Vous aviez, je sais pas, vous aviez des dioxines-like qui ont généralement, qui ont des modes d'action qui peuvent être différents. Je me demandais comment vous les avez considérés et si vos 22 avaient la même concentration de chacun, et au niveau de la réactivité, pour moi, c'est complètement différent. Donc, j'essaie juste de comprendre comment vous avez fait votre mélange. Non, pour faire le mélange, en fait, les collègues chimistes en fait, il y a des suivis récurrents qui se font un peu partout dans le monde, évidemment, et notamment en Seine, en particulier dans la chair des mollusques. Et donc, il y a des profils qui sont établis en permanence et également dans la chair des poissons. Et en fait, on s'est basé sur ces profils qui sont existants dans les animaux pour créer notre mélange. Donc, c'est pas un mélange théorique industriel, c'est un mélange qui est le reflet de ce que l'on peut doser dans l'environnement. Et il me semble que justement la grosse différence entre l'Amérique du Nord et l'Europe, c'est qu'on a très peu de dioxine-like. Et en fait, dans notre mélange, il me semble qu'on n'en avait pas. On en avait juste. Je sais qu'on a un petit peu de CB118, mais c'était une très très faible proportion. Donc en fait, non, on n'est pas sur des mélanges dioxine-like. Voilà. Il y a quand même des effets. Même on a terminé. Bien sûr, c'est la question habituelle. Quand on teste une substance, on demande les effets des mélanges. Quand on fait l'effet du mélange, on demande s'il y a un coupable identifié dans le mélange éventuellement. Ça, vous n'avez sûrement pas testé les 29 substances séparément, ou vous avez des idées sur... Non, alors on n'a pas testé on n'a pas testé toutes séparées, mais en fait dans un projet antérieur qui avait été aussi financé par l'ANR, Sol bémol, on avait travaillé sur un mélange de 7 PCB d'un côté et de 4 PBDE de l'autre. Et donc on avait vu, là on avait 3 groupes de poissons et donc on avait pu voir des différentiels. Et dans un autre projet EC2CO, on avait travaillé sur uniquement un mélange de 13 PCB sur le poisson zèbre. Donc on a quand même une idée de ce que l'on peut comparer un petit peu, mais c'est effectivement très difficile. Par contre, on a étudié la métabolisation des différents congénères de PBDE en particulier chez différents modèles, parce que ça se passe pas du tout pareil chez la sole et le poisson zèbre et d'autres modèles. Oui, mais il faudrait des projets à 10 ans pour le faire.